Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, les itinérants de la crise de 2008, ils ont tout perdu, leur maison, leur travail, leur place dans la société. Avec leurs dernières économies, ils ont acquis un van et ont pris la route des migrants chez eux, en quête de petits boulots intérimaires, des parcs d'attractions aux grands entrepôts d'Amazon. Un autre portrait de l'Amérique du 21e siècle, entre coup de blues, entre coup de blues et grande dépression. Voilà ce que nous propose aujourd'hui notre invitée, la journaliste Jessica Bruder, prof de journalisme à la Columbia University, collaboratrice du New York Times. Elle est l'auteure de Nomadland chez Globe Éditions, une enquête en immersion dans la tribu nomade des perdants de la crise des subprimes. Bonjour à vous, Jessica Bruder. Merci, enchantée. Bonjour et bonjour à votre voix française, Marguerite Capelle. Bonjour. J'ai longtemps cru que les conducteurs de camping-cars étaient de braves retraités sillonnant tranquillement les routes d'Amérique pour faire du tourisme et profiter de leur temps libre après des décennies de dur labeur. Voilà ce que vous écrivez, Jessica Bruder, dans votre livre Nomadland. En réalité, qui sont ces nomades que vous avez rencontrés ? Les nouveaux nomades sont des gens qui prennent la route pour plusieurs raisons, qui sont le fait que les salaires stagnent pendant que le coût de la vie se développe et que le système de retraite ne fonctionne pas. Nous avons un filet de protection sociale aux États-Unis qui est véritablement effiloché et les gens sont complètement coincés et donc ils cherchent des manières de s'échapper et se découvrent qu'il faut alors vivre dans un véhicule. C'est pour vous de nouveaux itinérants, les itinérants du 21e siècle. Il y a toujours eu des romanichels, par exemple, des gens qui voyageaient à l'intérieur de chaque pays. Là, vous les qualifiez de techno-romanichels. Quelle particularité dans cette nouvelle tribu de travailleurs voyageurs ? C'est vrai qu'il y a toujours eu des gens qui font ce genre de déplacement. Quand on revient à la Grande Dépression dans les années 20 et l'avènement du mobil-home, le Dust Bowl et les habitants de l'Oklahoma, c'est une tradition en fait qui revient aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est que ces personnes imaginaient à l'époque qu'ils finiraient par rentrer chez eux, alors que les gens dont je parle prévoient de rester sur la route pour toujours. Du coup, c'est le retour des raisins de la colère de Steinbeck, une famille américaine dans la Grande Dépression, extrait du film de John Ford en VF. On peut pas dire. Je crois que quand on sera là-bas et qu'on travaillera, peut-être qu'on aura un bout de terre à cultiver auprès de l'eau et peut-être que ça sera pas si mal. Peut-être. Pareil qu'il donne de brouillage, il y aura du travail pour tous. Ça peut pas être pire que dans mon bled. Vous autres, vous devez être bourrés d'argent. Non, nous n'avons pas d'argent. Mais on est nombreux et on est d'attaque à l'ouvrage. On aura de bons gages là-bas. Et ça ira bien. De bons gages, hein, pour cueillir des oranges et des pêches. On n'est pas à prendre n'importe quoi, il y aura. Qu'est-ce qu'il y a de marrant là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de marrant là-dedans? J'ai été là-bas. J'y étais et j'ai vu. Je rentre pour crever de faim, parce que je préfère crever de faim complètement et tout de suite. Et qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? J'ai un prospectus là qui dit qu'il donne de bons gages. Et j'ai lu dans les journaux qu'ils ont besoin de cueilleurs. Très bien, continue, personne t'en empêche. Oui, mais ça alors, je veux pas contrarier, continue. Une petite minute, mon vieux, t'as commencé à jacasser. Tu peux pas te taire maintenant. Le prospectus dit qu'il faut 800 cueilleurs, tu ris et tu dis que c'est pas vrai. Lequel est le menteur? Combien de vous en ce prospectus? On est un. Allez, dites, combien? J'en ai un, on en a tous un. Oui, on en a tous. Qu'est-ce que ça prouve? Tiens, voilà. Le même prospectus jaune. On demande 800 cueilleurs. Très bien, le type veut 800 hommes. Alors il imprime 5000 prospectus, et peut-être qu'il y a 20 000 personnes qui les voient. Et peut-être que 2 ou 3 000 personnes partent dans l'Ouest à cause de ce prospectus. 2 ou 3 000 pauvres bougres, fous d'inquiétude, qui se mettent en route pour 800 emplois. Maintenant, t'as compris? Dis, qu'est-ce que tu es, un agitateur? Tu serais pas par hasard un de ces provocateurs? Je vous jure que non, monsieur. Alors ne viens pas ici pour essayer de créer du désordre. Je voulais vous dire, les gars, qu'il m'a fallu 1 an pour me rendre compte que je perds 2 gosses, que je perds ma femme pour voir clair. Mais personne ne pouvait rien me dire non plus. Des Américains poussés sur les routes, c'est ce que raconte le livre de Steinbeck, mais aussi le film de John Ford, poussés sur les routes à la recherche de travail. Leurs terres leur ont pour la plupart été saisies, ils en sont dépossédés et ils doivent donc désormais se débrouiller. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, Jessica Bruder, c'est une situation presque similaire à celle de cette grande dépression qui est en train de se réaliser?
C'était très puissant, très fort pour moi d'entendre la bande son des raisins de la colère parce que ça fait vraiment écho à ce que j'ai rencontré sur le terrain. Les employeurs qui disent aux gens que ces emplois vont être formidables et qu'ils devraient faire le déplacement, le long voyage. Et en fait, quand ils arrivent, ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Je pense que ce qu'il y a de différent maintenant, la principale différence, c'est que les gens que j'ai rencontrés sur la route voient vraiment ça comme une situation permanente. Ils voient se prolonger cette situation dans l'avenir, alors que dans le passé, les gens croyaient que ce serait temporaire. Combien sont-ils précisément ? J'aimerais pouvoir vous dire précisément, mais en fait, compter des nomades, c'est un petit peu comme essayer de garder un troupeau de chats. Tout le monde a besoin d'avoir une adresse. On a besoin d'une adresse en Amérique pour voter, pour payer son assurance auto, pour payer ses impôts. Et pourtant, tout le monde a une fausse adresse. Donc, il n'y a aucun moyen pour les démographes d'avoir des chiffres exacts. Je peux vous donner des chiffres anecdotiques de ma recherche. Il y a en tout cas au minimum des dizaines de milliers de personnes et probablement beaucoup plus des centaines de milliers de personnes. Quelles conséquences ça a dans leur quotidien d'être sortis des statistiques officielles ? C'est difficile parce que souvent, ces personnes se retrouvent isolées. Après l'élection de Trump, on m'a demandé si c'était les Blancs en colère, ces femmes blancs en colère qui avaient voté pour Trump. Moi, j'ai répondu avec une citation de Star Wars. Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Parce qu'en fait, ces personnes sont plutôt post-politiques en réalité. Il y a des gens, évidemment, qui ont des idéologies politiques, qui sont libertariens, conservatifs, mais en fait, la plupart d'entre eux ne peuvent pas voter parce que la plupart d'entre eux ne sont pas près de leur bureau de vote. Donc, je les qualifie de post-politiques. Alors, prenons l'exemple de Linda May, 64 ans, que vous avez rencontrée, qui conduit une grosse Jeep Cherokee. Et racontez-nous comment ça s'est passé pour elle. Linda a vécu une crise le jour de Thanksgiving 2012. L'électricité de son petit mobil-home a été coupée. Elle n'avait pas de travail. Elle a réalisé que ce qu'elle allait toucher de la sécurité sociale, ce serait seulement $500 par mois et que le seul choix qu'elle avait semblait de travailler jusqu'à la mort. Alors elle est allée sur Internet et elle a trouvé un site web qui s'appelait Cheap RV Living de Bob Wells, donc pour vivre pas cher sur la route avec toutes sortes de conseils, comment vivre avec $500 par mois. Et c'est là qu'elle a trouvé cette idée. Et donc elle a cherché une caravane et ce jour-là, elle était donc toute seule et en fait elle avait deux alternatives. Elle s'est dit peut-être que je vais boire tout l'alcool que j'ai ici, allumer le gaz, allumer une cigarette et faire tout sauter. Mais là, elle a regardé autour d'elle, elle a vu ces deux chiens, Doodle et Coco. Et elle s'est dit, ah non, je peux pas vous faire sauter, vous. Et donc, elle a tenu bon. Vous racontez cette image de la pieuvre qu'elle vous soumet, parce qu'elle voit le jour, quelques jours après votre première rencontre, elle remarque que vous avez au doigt une bague en forme de pieuvre qui est là, exactement. Et elle vous dit, tu as vu des pieuvres en laboratoire, c'est fou comme elles sont intelligentes, de vrais artistes de l'évasion. Elle vous raconte une vidéo qu'elle a vue en ligne, ils mettent de la nourriture dans un aquarium et une grosse pieuvre toute seule dans un autre. Eh bien, elle se tortille pour entrer dans un tuyau et accéder à l'aquarium voisin. D'autres expériences du même type, écrivez-vous, étaient montrées, des trucs de plus en plus compliqués. Par exemple, la pieuvre devrait d'abord soulever un couvercle pour s'insérer dans le tuyau. Est-ce qu'à leur manière de se débrouiller, d'essayer de survivre, il y a un parallèle à faire avec cette pieuvre? Jessica Broder. En fait, Linda avait vu. J'ai vu plus tard une vidéo que j'ai envoyée aussi à Linda et c'était une pieuvre très spéciale qui s'appelle la pieuvre des noix de coco sur la côte d'Indonésie où souvent on coupe des noix de coco en deux et ces pieuvres sont capables d'attraper une moitié de noix de coco. Et ensuite, ça leur permet de rouler, en fait, de s'en servir comme des roues. Donc, elles créent en réalité des caravanes pour pieuvres. Donc, d'une certaine manière, la pieuvre est devenue une métaphore de la résilience, de la créativité. Et il y a à peine 2 mois, j'ai envoyé une autre vidéo à Linda qui parlait d'une femme qui est devenue amie avec une pieuvre.
Chaque cas est différent et vous racontez des histoires d'hommes et de femmes. C'est bien la particularité de cette enquête que vous avez menée, Jessica Bruder, vous-même sur les routes américaines, à leur rencontre. Mais si vous deviez définir un profil un peu type de ces grands perdants de la crise des subprimes, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le scénario qui leur est arrivé? Le plus intéressant pour moi, c'est qu'en fait, il n'y a pas de profil type. Les gens aiment faire des stéréotypes, en particulier aux États-Unis. Donc, sans-abri est un gros mot, et c'est pour ça que ces gens préfèrent dire qu'ils n'ont pas de maison. J'ai rencontré des gens de toutes classes sociales. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Samir, qui était sur la route parce qu'il avait une ferme avec des chèvres et qu'à cause de la sécheresse, la paille était trop chère, le foin était trop cher. Il avait une application qui lui permettait de se tourner vers la Mecque, de tourner sa caravane vers la Mecque pour prier. J'ai rencontré un jeune homme trans qui a été accueilli par une femme qui s'appelait Charlene Swanky dans sa caravane. Et Charlene le laissait se faire livrer la testostérone dont il avait besoin à son adresse. Elle avait plus de 70 ans. Vincent, lui, il avait 20 ans. J'ai rencontré quelqu'un qui avait été vice-président de McDonald's. J'ai rencontré des gens qui n'avaient jamais gagné le salaire minimum. J'ai rencontré des gens de toutes sortes de classes sociales. Par contre, au niveau racial, c'est intéressant, c'est plus homogène sans doute, parce qu'en fait, c'est très effrayant si vous êtes une personne de couleur d'être sur la route, parce qu'en fait, des hommes noirs non armés étaient abattus par la police chaque semaine quand j'écrivais ce livre, et les latinos se faisaient arrêter près de la frontière sans aucune raison, donc d'une manière assez étrange. Il y a un certain privilège qui permet à certains d'être sur la route. On ne pense pas au privilège quand on parle de pauvreté, mais en fait il y a quand même des hiérarchies qui se réaffirment et partout. C'est-à-dire une forme de liberté dans ces privilèges. Il y a aussi une forme de liberté dans ce mode de vie qui est subi pour la plupart, mais choisi aussi par certains. Oui. Beaucoup sont forcés à adopter ce mode de vie, mais ensuite ils font un choix. Beaucoup d'entre eux disent qu'ils n'ont pas du tout envie de rentrer parce qu'ils ont trouvé une toute nouvelle famille, une toute nouvelle tribu. Ils réalisent qu'ils ont beaucoup plus de liberté. Je ne parle pas que de liberté au sens que ce serait simplement qu'ils n'ont plus rien à perdre. Moi, je suis quelqu'un qui a vécu le 11 septembre à New York, quelqu'un qui a vu l'économie s'emballer et puis s'effondrer. Passer 3 ans comme ça à vivre dans un van par intermittence m'a donné plus de liberté émotionnelle. Parce que je sais que si le monde devient un film de Mad Max, j'aurai une tribu et je pourrai me débrouiller. Vous dites quand même dans ce livre Nomadland, Jessica Bruder, que la plupart sont des retraités, ont plus de 50 ans. En tout cas, ils se présentent comme tels. Enfin, ils sont retraités, mais à moitié, parce qu'ils ont perdu une bonne partie de leurs économies et qui doivent se remettre à gagner un peu d'argent. Et ils vont vraiment démultiplier leur savoir-faire. Ils sont très débrouillards aussi. Hein. Il y a cet instinct et cette technique de la survie. Ils savent réparer leur voiture, bichonner aussi leurs ordinateurs. Ils ont absolument tout ce savoir-faire aussi entre les mains. Donc c'est pas de profil type facile à identifier, mais pour la plupart quand même des itinérants qui ont passé l'âge de la retraite. Vous évoquiez tout à l'heure cet ancien gérant d'un McDonald's, Chuck. On le retrouve dans un documentaire que vous avez co-réalisé avec Brett Story, Camper Force, du nom du programme Amazon de recrutement des retraités nomades. Je vous propose qu'on en écoute un extrait. Il est là avec Barb, sa compagne. Notre maison était hypothéquée. Nous n'avions plus d'argent. On s'est dit, OK, donnons la maison aux banques et foutons le camp. Est-ce que j'ai le droit de dire foutre? Nous étions quelque part dans l'Ouest, perdus au milieu de nulle part. On n'avait plus d'essence, donc on remplit le réservoir, on va pour payer et notre carte de crédit ne passait plus. On s'est dit, c'est bizarre. On avait complètement oublié qu'on avait fait un chèque. Je ne me souviens plus pourquoi, un impôt ou quelque chose du genre, mais on est devenu super fort pour savoir où passait notre argent après ça. Et on ne pouvait plus bouger. Il nous restait $6 sur notre compte et $175 d'essence à payer.
On a cherché du travail, on a été naïf la première année. On s'était fait avoir avec des gérants de terrains de camping qui vous payent en nature avec un branchement électrique gratuit. Jusqu'à ce qu'on rencontre d'autres campeurs qui nous ont dit « Hé, ne travaille pas pour quelqu'un qui ne te paye pas ». Et ils nous ont parlé d'Amazon et on était assez excités par les $11 de l'heure. Donc on a postulé et ils nous ont dit « Venez ». Alors là, c'est pas des nouveaux itinérants que vous nous racontez, ce sont vraiment des nouveaux travailleurs. Qui sont-ils ? Ces nouveaux travailleurs sur la route viennent de partout. Et c'est amusant parce que quand j'étais avec eux, je voyais surtout des gens âgés. Et les gens qui travaillaient pour Amazon étaient pour la plupart à cet âge traditionnel de la retraite. Mais ça commence à changer. Nous voyons de plus en plus de personnes plus jeunes sur la route. Ce sont des gens qui ont des dettes à cause de leur prêt étudiant ou qui essayent de les éviter. Il y a l'influence du mouvement #VanLife, ce qui me fait rire. Parce qu'en fait, c'est une marque plus qu'un mouvement, selon moi. Mais donc tout ce groupe se diversifie. Et en Amérique aujourd'hui, on n'aime pas beaucoup parler d'économie. On n'aime pas parler d'économie et de mode de vie dans le même discours, mais en fait, on peut parler de pauvreté et de minimalisme pourtant, et d'anticonsumérisme. Et toutes ces choses-là peuvent se produire de façon parallèle. Et c'est Don Wheeler, l'une des personnes que vous avez rencontrées et renommée comme telle, pour ne pas donner son vrai nom, qui se décrit, lui, et ses comparses comme des work campers, un mélange de workers, travailleurs, et de campers. Ce sont des travailleurs mobiles, modernes, vous l'évoquiez, qui acceptent des jobs temporaires un peu aux quatre coins des États-Unis jusqu'à la frontière canadienne pour pouvoir survivre. Ils vont faire partie, dès lors, d'une autre économie, pas vraiment parallèle, d'un circuit de boulot saisonnier. Comment ça fonctionne exactement ? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, il y a des emplois que les gens prennent un peu partout dans le pays. Ils font la récolte des betteraves à sucre dans le Midwest, dans le nord des États-Unis. Ils travaillent aussi dans des parcs d'attractions comme Adventureland. Ils travaillent aussi dans des pièges à touristes comme Dollywood. Ils travaillent en fait dans tous les endroits que vous pouvez imaginer. Ils font toutes sortes de boulots. Ils nettoient des campings dans les parcs nationaux. Ils voyagent en fonction de la météo. Et pour cette raison-là, pendant l'hiver, souvent il y a moins de travail. Et la plupart d'entre eux se rassemblent dans le sud-ouest, dans des endroits comme l'Arizona. Et cette économie-là, elle est tenue par des employeurs qui proposent du boulot à ces itinérants-là, qui a intérêt aussi, quel intérêt ils y trouvent en tout cas dans cette main-d'œuvre? I'm a little unclear on who finds interest. Who has an interest in employing those people? Okay. Amazon? Amazon, par exemple. American Crystal Sugar, but like many people, they work through l'entreprise qui produit le sucre cristal aux États-Unis, comme beaucoup de gens, ils passent par des agences d'intérim. For Campground House, California Land Management. C'est le cas aussi de l'entreprise qui gère les parcs nationaux en Californie, pour ce qui est des campings. Yeah, there are thousands of these companies, and there's Donc il y a des milliers en fait d'entreprises. Il y a des magazines qui s'appellent Camper News par exemple, qui ont toute une rubrique d'emploi. Mais la plupart des gens que je connais qui cherchent ces emplois-là ne peuvent pas se permettre de s'abonner à ce type de magazine. Donc comme beaucoup de médias, ce sont des magazines qui sont financés par la publicité en réalité. Donc pendant très longtemps sur Internet, ils avaient un forum où il s'agissait de louer son employeur, de faire des compliments. Donc c'est pas vraiment un endroit où on peut se plaindre. Si vous prenez l'exemple d'Amazon que vous venez de citer, quel intérêt une grande entreprise, un géant du numérique aujourd'hui comme Amazon, a à employer ces personnes? Quel type de main-d'œuvre représente-t-il pour Amazon?
Beaucoup de ces gens, j'ai le sentiment que les plus jeunes sont habitués à des jobs précaires, ils sont habitués à l'ubérisation de l'économie et donc ils ont l'habitude de travailler par mission. Donc s'ils n'aiment pas Amazon, ils diront à Amazon d'aller se faire voir. Alors que les gens plus âgés viennent d'une génération où on fait le même boulot toute sa vie, on vient à l'heure le matin, ensuite on est à la retraite et on reçoit une pension de retraite. Et donc ils n'ont pas du tout la même attitude vis-à-vis de ce genre d'emploi. Et même si leur employeur ne partage pas cette position de respect et de dignité avec laquelle eux traitent leur emploi. Qu'est-ce que l'État fait pour eux? Non, pour ces travailleurs itinérants qui ont tout perdu avec la crise de 2008. À vrai dire, il ne fait pas grand-chose. Comme vous le savez, notre filet de sécurité sociale est véritablement effiloché. Il y a un grand débat aujourd'hui entre l'individualisme des cow-boys aux États-Unis et le mouvement hippie communautaire. C'est une des grandes lignes de faille de notre culture, cette idée qu'on peut se retrouver de façon utopique, mais il y a aussi cette frontière et ce Wild West qui est très dur. Et on voit ça dans la politique et on voit ça dans l'économie. La sécurité sociale ne fonctionne pas du tout. Les gens ne reçoivent pas assez d'argent pour pouvoir prendre leur retraite. Nous n'avons pas tous les programmes que vous avez ici. Il n'y a pas beaucoup de choses pour tout ce qui est s'occuper des enfants, l'éducation, gérer sa santé. On se retrouve vraiment seul. Et ils n'ont pas non plus été dédommagés. Il n'y a pas eu de réparation après la crise des subprimes pour ceux qui ont notamment perdu beaucoup de leurs économies mises en banque à ce moment-là. Non, et les banquiers ne sont pas allés en prison. Invitée de cette grande table des idées, Jessica Bruder, journaliste américaine. Elle a enquêté en immersion dans la tribu des itinérants aujourd'hui aux États-Unis. Son ouvrage enquête s'appelle Nomadland. Il est paru aux éditions Globe et elle est avec nous jusqu'à 13h30. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Un mode de reportage. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de la journaliste française Florence Aubenas, auteure de Le quai de Ouistreham, qui est paru aux éditions de l'Olivier, où elle partait dans une région où elle n'avait pas d'attache, s'était inscrite à Pôle emploi, et comme domoteuse d'emploi, sans qualification, à plus de 45 ans, autant dire qu'il n'a pas été facile pour elle de trouver un job. Elle va finir par décrocher finalement un emploi d'agent de nettoyage. Pourquoi avoir procédé ainsi? Florence Aubenas témoigne. J'ai l'impression que dans le paysage derrière moi, il y a toujours eu une crise, il y a toujours eu un problème, il y avait toujours que la sidérurgie, la finance, voilà, des bulles qui éclataient, des bulles qui se créaient. Et j'ai fait un nombre de papiers incalculable avec les chiffres du chômage, les chiffres de la précarité. J'avais tout sur mon bureau, voilà. Et quand on nous a annoncé une nouvelle crise en 2008, donc la crise financière à New York, la crise boursière, j'ai eu une espèce de lassitude. Donc je me suis dit, ça y est, encore une. Je vais reprendre mon ordinateur, réécrire le même papier avec le chômage, la précarité, etc. Et donc il y avait une espèce de manière de me dire, voilà, il faudrait que je fasse autrement mon métier pour parler de ça. Et c'est vrai que là, j'arrive à l'autre fil, c'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai admiré, vous savez, comme journaliste, on a peu de modèles, j'allais dire. Et encore moins de modèles quand on est une femme. Et parce que vous avez en général des types en gilet multipoche avec qui rampent dans la boue au milieu des bombes et des choses comme ça, enfin des images très films américains sur la presse. Et donc c'est vrai que moi j'avais plutôt j'adorais Günter Wallraff, donc ce journaliste allemand qui dans les années 80 a fait paraître un livre où il s'était déguisé en turc et qui s'appelait Tête de Turc, et pour dénoncer le racisme en Allemagne. Et pour moi ça avait été vraiment, j'étais à l'école de journalisme à l'époque et c'était un espèce de héros à la fois pour cette méthode d'immersion, c'est-à-dire de partager cette vie, mais surtout pour l'engagement qu'il avait dans la profession de journaliste. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui, pour moi, tout à coup, s'était lancé dans ce métier, j'allais dire à corps perdu. Et voilà. Et donc cette image-là m'a toujours accompagnée. Quelles ont été vos influences à vous, Jessica Bruder? Comment avez-vous décidé, ou pourquoi, de rejoindre cette tribu à un moment ou à un autre?
Moi, je suis un peu accro au boulot. Et ce qui est amusant dans le journalisme américain, c'est que c'est pas un métier, en fait. C'est votre vie. C'est là-dedans que vous vous engagez. Mais j'ai de la chance parce que j'ai de formidables exemples. Ce que vous venez de nous passer comme extrait m'a fait penser à Barbara Ehrenreich, qui a écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Elle a fait toutes sortes de petits boulots mal payés, sous couverture, en travaillant chez Walmart, etc. C'est une personne absolument phénoménale. Et j'écoutais son livre audio en conduisant mon Van Halen. Et il y a un moment où elle raconte qu'elle a dû fixer une limite à la vie dans un véhicule et qu'elle se retrouvait toujours à boire ce café dégueulasse de station-service. Et moi, j'étais moi-même avec mon café dégueulasse et je me suis dit, moi aussi, je me retrouve dans cette vie-là. Une grosse influence aussi pour moi, c'est Ted Conover, qui est devenu un très bon ami. Ted a écrit New Jack, un livre dans lequel il est allé sous couverture à Sing Sing pendant un an en immersion, et ça a été le premier en fait à écrire un petit mot sur mon livre avant que qui que ce soit n'en entende parler. Il m'a donné une chance, et Barbara aussi l'a fait. Elle a aussi écrit quelque chose pour mon livre, et je ne connais pas beaucoup de journalistes célèbres. Beaucoup de mes amis sont des gens un peu bizarres, des amateurs d'art. Donc, trouver des gens qui vous défendent comme ça, c'est quelque chose de très important et je leur en suis très reconnaissant. À travers cette enquête, c'est en fait l'histoire d'une sédentaire qui va rencontrer des nomades. Ils vous ont tout de suite accepté aussi dans leur famille recomposée, créée de toutes pièces par cette situation qui se produit aux États-Unis. Non. Linda, oui, m'a accepté très vite. C'est une excellente leçon pour tous parce que quand vous acceptez un journaliste dans votre vie, il peut vous suivre partout pendant 3 ans. Donc c'est aussi ça, une des particularités du journalisme immersif. Mais Lavonne, la meilleure amie de Linda, qui est aussi dans le livre, la première fois que je l'ai raconté, elle a un peu honte que je raconte encore ça, mais j'espère qu'elle me pardonnera. Mais elle m'a dit, « Ah, c'est toi la journaliste !» J'ai entendu parler de toi, tu vas parler de nous comme d'un tas de vagabonds sans abri. Et je n'aime pas trop me disputer avec les gens. Je pense qu'il faut leur montrer par nos actes plutôt que par nos paroles qu'on est engagé et qu'on se soucie d'eux et qu'on est surtout disposé à apprendre et à ce qu'on nous explique les choses, disposé à écouter. Et la plupart du temps, c'est ça la relation qu'on a. Et certaines personnes n'ont pas envie de vous parler. Et je respecte ça, je ne les y force pas. Je ne sais pas si moi j'aurais envie de parler à un journaliste. J'enseigne un cours à Brown pour des jeunes journalistes et j'ai cette diapo que je mets toujours qui est qui serait assez dingue pour parler à un reporter. Le déclencheur de cette enquête pour vous, ça a été, on l'imagine, comme pour Florence Aubenas, la crise de 2008 et ses suites et ses conséquences. Florence Aubenas qui disait qu'elle ne voulait plus continuer à travailler, à réfléchir, à écrire des articles qu'à partir de statistiques, sans comprendre les réalités humaines qu'il pouvait y avoir derrière ces situations. Qu'avez-vous, vous, compris de la crise que vous n'aviez pas perçue auparavant quand vous l'avez côtoyée de l'intérieur ? Ce qui est amusant, c'est que la crise, ce sont les journalistes qui l'appellent comme ça. Moi, j'ai toujours eu envie, en fait, d'écrire sur les sous-cultures. Et à cause de la crise, je me suis retrouvée à écrire sur les startups, sur la Silicon Valley. Je faisais un blog freelance qui s'appelait Start pour le New York Times. Et je me suis retrouvée, en fait, dégoûtée parce que beaucoup de ces grandes entreprises prétendaient être disruptives, mais en fait, ce qu'elles faisaient, c'était disruptif pour le monde de la pédicure ou de la lessive ou des promeneurs de chiens. En fait, ils n'abordaient pas du tout les problèmes centraux, les problèmes clés. Donc pour moi, me retrouver à faire ce genre de papier à cause de la récession m'a vraiment poussé vers un journalisme différent dont j'avais toujours rêvé. Et je crois que j'ai appris beaucoup de choses sur l'impact de la récession en passant du temps avec ces personnes. Je ne suis pas, me suis pas orientée vers cette histoire à cause de la récession et à cause des recherches, mais parce que je faisais des recherches sur les sous-cultures. Et la première chose dont j'ai entendu parler, c'est le programme Camper Force d'Amazon. Et tout cette espèce de monde de l'ombre qui est ainsi sur roue, ce monde sur roue.
Ils ont quel rapport, ces itinérants que vous avez rencontrés, ce monde de l'ombre sur roue, ils ont quel rapport avec la politique aujourd'hui, avec le système tel qu'il est? Est-ce qu'ils pensent qu'il faut continuer à essayer de s'y intégrer ou le fuir totalement, le servir ou le rejeter? Est-ce qu'ils croient encore que la politique peut changer les choses? Pour le dire de façon douce, ils sont un peu cyniques en fait, parce qu'ils se sont créés un monde un peu à eux, ils évitent la politique. Je les appelle post-politiques, parce qu'en fait ils ne peuvent pas voter, mais ils se soucient des problématiques politiques. Lavonne, par exemple, était électrice d'Hillary, très engagée. Je vois beaucoup de publications maintenant sur Facebook où je vois qu'ils se préparent pour les prochaines élections. Il y a énormément d'énergie politique dans ces échanges, parmi des personnes aussi plus jeunes qui reprennent le dialogue, comme Alexandra Ocasio-Cortez et ce genre de personnes, tous ces nouveaux jeunes politiciens et cette nouvelle vague de femmes qui arrivent au Congrès. Et pour ces femmes plus âgées qui n'avaient jamais imaginé voir venir ça un jour, c'est difficile de ne pas sentir l'impact de cet enthousiasme. Peut-être qu'après le cauchemar de Trump, elles peuvent peut-être rêver de nouveaux lendemains. Alors peut-être que ces itinérants ont renoncé complètement au rêve américain, mais pas à la culture aussi, et à ce qui fait peut-être la particularité, et c'est ce que vous racontez dans cet ouvrage Nomadland, de la culture américaine, et notamment ce positivisme très américain, ce mécanisme d'adaptation que vous décrivez comme un sport national. Il faut toujours, dans toute situation, chercher ce que peut être l'espoir, ce que peut être la donnée, l'angle, la lumière positive de cette situation, et c'est ce que ces personnes que vous avez rencontrées tentent de faire. C'est intéressant parce qu'en fait, au début, je détestais la psychologie positive, la méthode Coué. Je me considère moi-même comme assez cynique. J'avais un peu de mépris pour ça. Mais ensuite, j'ai compris qu'en fait, il se passait des tas d'autres choses que je n'avais pas perçues. Ce que j'ai compris, c'est que ce que je n'aime pas, c'est la psychologie positive utilisée comme une arme. C'est ce que font les entreprises pour embaucher des gens. C'est comme ça que quand on cherche des employés pour la récolte des betteraves à sucre, ils font des blagues dans leurs affiches pour dire que c'est une expérience imbattable en utilisant le mot betterave, imbétravable. Et ce genre de choses me met en colère. Mais je crois vraiment que les gens méritent la dignité et le respect pour continuer à tenir bon, quelle que soit l'attitude dont ils ont besoin pour continuer à s'amuser et à être ensemble. Donc les gens trouvent une forme de résilience et ça leur permet de continuer. Et je pense qu'à la fin de ce projet, j'ai commencé à penser que j'étais peut-être un peu condescendante en pensant qu'ils étaient dans une forme de déni, parce qu'en fait, ils sont très forts et intelligents et résilients. Et donc, qui étais-je, moi, pour leur dicter leur attitude ? Et vous terminez sur cette idée, l'histoire continue d'elle-même, il faut savoir s'en écarter le moment venu. Ça, c'est la règle de l'écrivain journaliste, néanmoins on imagine. Et je veux bien une réponse très courte en français, puisque vous parlez aussi notre langue, Jessica Broder. Quelle fin possible pour eux, pour ce voyage ? Pour les gens dans le livre Ah oui, l'impossible. Well, maintenant, je peux dire le film un peu. Mais en fait, Nomadland sera un film avec le réalisateur Chloé Zhao et aussi comédienne Frances McDormand, David Strathairn, Linda May et Charlene Swanky, a.k.a. Swanky Wheels. Et si on n'est pas optimiste, ouais, c'est une fin très optimistique pour eux parce que ça va changer la vie. Encore, j'étais à Facebook et je vois que tout le monde a acheté les dents. Nouveau. Les dents, d'accord. Refaire les dents. Oui. Tout le monde sait faire refaire les dents. Alors, avec l'argent, quoi. Il faudra qu'on éclaire en regardant le film cette c'est fin payer des nouvelles dents. Jessica Broder, Nomadland, chez Globe Édition. Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table.